Bonjour à toutes et à tous. Alors comme ça, certains pays arabes menacent de boycotter les produits français. Ça tombe bien, ça nous donne l'occasion de revenir, de redonner certaines vérités qui ne sont pas suffisamment dites. La première, c'est que la France a été le premier pays au monde à traiter les Arabes comme des êtres humains. Bien sûr, je me réfère à l'immigration. Si les gens affluent, s'il y a la queue, si le consulat de France à Alger, là où il y a le plus de demandes de visa, s'il y a autant de Marocains, de Tunisiens, d'Égyptiens, de Soudanais qui vivent en France, c'est qu'il y fait bon vivre. Parce qu'ils y trouvent ce qu'ils ne trouvent pas dans leur pays, la dignité. Les hôpitaux de bonne qualité et gratuits, l'éducation de bonne qualité et gratuite, même si la gauche l'a détruite, mais elle reste gratuite et plutôt inclusive, notamment pour les femmes. L'habitat, les HLM, il faut voir, les HLM que j'ai vus en Seine-Saint-Denis, ils valent les résidences de luxe de Casablanca, il ne faut pas déconner. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On nous dit la France est islamophobe. Non, moi je réponds la France est islamophile. C'est un des pays les plus islamophiles au monde. Je veux dire, vous pouvez être chiite en France, soufi, je ne sais plus moi, zaïdite, mzabite, toutes les confessions, les sectes islamiques sont tolérées en France. Elles ne sont même pas tolérées, elles sont permises. Essayez d'être chiite en Algérie. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Voilà. À l'inverse, essayez d'être chrétien dans un pays arabe. Je veux dire, regardez le calvaire des Coptes, qui sont des Égyptiens. Les Coptes sont les vrais Égyptiens, avant les Arabes venus d'Arabie et de Syrie. Les Coptes sont martyrisés. En Égypte, leur pays. Essayez d'ouvrir une église au Maroc. Allez, je vous invite, allez en préfecture et dites, je vais ouvrir une église au Maroc. Alors qu'on peut ouvrir une mosquée en France. C'est pas facile, mais ça existe. Il y a plusieurs dizaines de mosquées qui s'ouvrent en France. On me dit, la France est un pays islamophobe, arabophobe. Je suis désolé. Vous avez dans certains endroits de France, jusqu'à 20% des prénoms sont des prénoms arabes. Essayez d'appeler votre enfant Vincent, en Algérie, au Maroc. Allez voir au Maroc et dites, voilà, je voudrais appeler ma fille Mélanie, vous allez voir ce qu'on va vous dire. Voilà. Il y a une intolérance d'État, politique, institutionnelle dans les pays arabes, où il y a une préférence nationale, une préférence islamique. Moi, je ne la critique pas forcément, parce que c'est chaque vie à Rome comme les Romains, mais il ne faut pas cracher sur les gens qui sont plus ouverts que vous. Je veux dire, à un moment donné, il faut être un minimum cohérent. Si vous voulez être respecté, il faut quand même être respectable. Et donc, la première des choses, c'est d'être cohérent. Et on pourrait augmenter cette liste-là jusqu'à l'infini. On pourrait peut-être regarder aussi la légitimité des peuples ou des régimes ou des lobbies qui appellent au boycott de la France. Je crois que le boycott est parti du Koweït. Alors, qu'est-ce que le Koweït? Le Koweït, c'est le pays qui s'est fait envahir par Saddam Hussein en quelques heures et qui était content de trouver les soldats français pour venir se faire tuer pour lui. Parce que qui a libéré le Koweït, ce n'est pas les Arabes, et ce n'est pas les Koweïtiens, c'est les Américains, la coalition, dont les Français, où les Français ont joué un rôle fondamental. Qu'est-ce que le Koweït, d'ailleurs? Qu'est-ce que le Koweït? Une création des Britanniques pour embêter les Irakiens et les empêcher, les priver d'avoir une façade maritime respectable, qui leur permette réellement d'écouler leur pétrole sans trop d'ennuis. Qu'est-ce que le Koweït? Qu'est-ce que le Bahreïn? Qu'est-ce que le Qatar? Des protectorats occidentaux. Je veux dire, il faut voir ce que c'est. C'est des confettis territoriaux où sont installées à demeure les forces américaines ou françaises. Je veux dire, le Koweït, c'est une immense base américaine. Alors avant d'aller embêter les Français, nettoyez devant chez vous. Enfin, je veux dire, si vous n'aimez pas l'Occident, défendez-vous tout seul. Voilà, contre l'Iran, contre éventuellement, je ne sais pas moi, Daesh, contre les incursions de la Turquie. Voilà, soyez des grands garçons. On me dit, on boycotte de la France, mais pourquoi vous ne boycottez pas l'Iran? Le grand méchant loup à côté, là, qui vous fait peur. Pourquoi vous n'élevez pas la voix contre l'Iran, qui peut vous bloquer en 5 secondes le détroit d'Ormuz, je crois? L'Iran, d'ailleurs, ne se prive pas de faire le chantage de ces pays-là parce qu'elle sait qu'ils ne sont pas indépendants, ne sont pas États souverains. Quand vous avez à demeure l'armée française ou la marine française ou les bases les plus évoluées des États-Unis, vous n'êtes pas un pays souverain. Ça vaut aussi pour l'Arabie Saoudite. Voilà, critiquer l'Iran. Boycotter l'Arabie Saoudite qui martyrise le peuple yéménite. Je veux dire, là, il n'y a pas de nuance. Je veux dire, le peuple yéménite croule sous les bombes de l'Arabie Saoudite dans une guerre que personne n'a compris. Où êtes-vous, les gars? Pourquoi vous ne faites pas le boycott? Faites le boycott des pèlerinages à la Mecque. Ça rapporte 20 milliards de dollars par an à l'Arabie Saoudite. Là, le monde sera avec vous. Vous boycottez la France. Pourquoi vous ne boycottez pas ceux qui normalisent avec Israël? Moi, à titre personnel, je suis pour une relation apaisée, ouverte avec Israël. En tout cas, en tant que Marocain, moi, si demain le Maroc normalise avec Israël, je suis dedans. Pour des raisons qui me sont propres, mon histoire personnelle, voilà, ma famille qui a
connu l'âge d'or de la ville de Sfro, qui était une ville juive, hein, où les Juifs et les Marocains vivaient, les Juifs marocains, les Juifs qui sont marocains et les Arabes musulmans marocains vivaient en bonne intelligence. Moi qui suis nationaliste marocain et qui reconnaît parfaitement que les intérêts du Maroc passent avant la solidarité arabe, et je suis donc pour l'organisation. Mais moi je dis à ces pays-là qui embêtent la France aujourd'hui, pourquoi vous ne boycottez pas les Émirats Arabes Unis, ou le Bahreïn, ou demain l'Arabie, ou le Soudan? Parce que l'Arabie Saoudite demain va normaliser avec Israël, c'est presque sûr. Pourquoi vous ne boycottez pas ces pays-là? Pourquoi vous ne boycottez pas Emirates et Etihad? Pourquoi vous en prenez aux Français? Je veux dire, il faut être cohérent. Si vous voulez être respecté, il faut que vous soyez respectable. On ne peut pas être un homme, gonfler la poitrine devant la France et ne pas la gonfler devant vos voisins qui normalisent avec Israël. Enfin, ça me semble tomber sous le sens. Alors, que peut faire la France pour se défendre? D'abord, moi, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à tout ça. Hein. Ce ne sont pas des pays en tant que tels, hein, à part le Pakistan éventuellement, qui font le boycott. Ce sont des lobbies. Bon, voilà, il faut laisser les gens s'exciter tout seuls dans leur insignifiance. Mais une réponse, si la France veut répondre, je pense qu'on pourrait répondre en publiant les dépenses moyennes que paye l'État français par immigré. Voilà. Combien coûte un immigré arabe ou musulman à la France? Et combien il rapporte? Il faut donner les chiffres. Et je pense que c'est le meilleur moyen de fermer la gueule de ces peuples-là, ces pays-là, de ces lobbies-là. Je propose de dire de lobby, hein, ce n'est pas des peuples entiers qui font le boycott. Je dis voilà la France que vous traitez d'islamophobe et d'arabophobe, voilà, elle a tant de millions d'arabes chez elle, il lui coûte tant, elle dépense tant. Éducation, santé, logement, sécurité, tout. Et si vous voulez vraiment être vache, vous donnez les statistiques ethniques des prisons françaises pour montrer que peut-être il y a 50%, 60, 70% des prisonniers qui sont musulmans, voire maghrébins. Voilà. Et là, vous dites, les gars, vous me dites, si vous ne passez pas une seule erreur, en guillemets, Charlie Hebdo, moi, à ce moment-là, je ne vais pas vous passer une seule erreur. Je veux dire, pourquoi il n'y a que la France qui doit pardonner? Je veux dire, si c'est dent pour œil, si c'est œil pour œil, dent pour dent, maintenant, à chaque fois qu'un arabe fait une bêtise, on va le renvoyer dans son pays d'origine. Parce que certains pays arabes, certains peuples ne veulent pas, un lobby, ne veulent pas pardonner à la France ce que fait Charlie. À ce moment-là, la France peut se dire, moi je ne vais pas vous pardonner ce que font vos concitoyens, vos co-religionnaires, et je vais les expulser. On verra qui va perdre à la fin. Voilà. Je pense qu'il faut être cohérent. Pour dire ça, il faudrait qu'il y ait d'abord des médias français qui roulent pour la France. Alors moi, je regarde de temps en temps France 24. France 24, qui est payée par les impôts français, je crois qu'elle coûte dans les 200 millions d'euros par an, qui est une télévision publique. Hein. France 24 ne roule pas pour la France, elle roule pour la gauche. Elle roule pour la gauche. Donc, même France Télévisions roule pour la gauche. J'ai regardé Décolonisation du sang et des larmes, je suis désolé, ça roule, c'est un documentaire anti-français. Anti-français. C'est une incitation à prendre pour cible les Français, je veux dire, au moins à les démoraliser et à donner du grain à moudre à tous les ennemis de la France pour traiter les Français comme des colonialistes, des méchants. Moi, je suis désolé, hein, notamment, je m'adresse au lobby dans le monde arabe qui boycotte la France. Le monde arabe doit beaucoup à la colonisation française. Je veux dire, l'espérance de vie au Maroc en 1930-35, c'était 41 ans. 41 ans. D'accord? Quand les Français sont rentrés chez nous, ils n'ont pas trouvé Sherazade et Mille et une nuits. Ils ont trouvé un peuple couvert de poux, malade du typhus, la dysenterie, la malaria. Et ils ont trouvé un peuple dans une condition d'hygiène déplorable. Et l'explosion démographique du monde arabe, elle date du passage des Français. Il faut quand même dire les choses. La mortalité infantile chez nous au Maroc, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était dans les 150 pour 1000. Vous vous rendez compte? 150 pour 1000. Et tout ça, ça a été réduit, ça a été atténué grâce aux efforts de la France, puissance coloniale. La France aurait dû faire plus, évidemment. La France n'aurait pas dû nous coloniser à la base, évidemment. Mais quand ils nous ont colonisés, ils l'ont fait, parce qu'on n'a pas fait les Turcs. Moi j'ai dit, j'aimerais bien entendre les Jordaniens, là, certains qui critiquent la France à cause de Charlie, qui nous disent qu'ils critiquent la Turquie. Statistique à la pluie. Qu'a fait la Turquie pour vous? Enfin, donnez-moi un seul monument turc dans le monde arabe de l'an 1500 à l'an 1830. J'en trouve pas. Hein.
Alors que la France nous a laissé des villes merveilleuses. Je veux dire, tout le Maroc, tout ce qui tient debout au Maroc et qui est admirable et que les touristes prennent en photo, soit c'est Moulay Ismaïl, Moulay Idriss, donc les grandes dynasties marocaines, la grande tradition féodale, monarchique marocaine, soit c'est Lyoté. Voilà. C'est très simple, hein. Ce que les touristes viennent prendre en photo au Maroc, c'est les grands monuments de Marrakech de Fès, qui sont effectivement des monuments purement marocains, ou les magnifiques villes nouvelles faites par Lyoté, Poyemiro et toute la génération fantastique qui a accompagné Lyoté, qui a ressuscité le Maroc. Il faut voir ce que c'est que le Maroc en 1912. Le Maroc, c'était en voie de dislocation, c'était le Yémen sur la façade atlantique. C'était une Somalie arabe. Voilà, il faut voir ce que c'est que le Maroc en 1912. Et ce que la France nous a empêché de tomber dans le trou. Elle nous a récupérés, après elle nous a maltraités, nous a martyrisés, tout ça. On peut faire le bilan, mais ce n'est pas le moment de le faire dans cette vidéo. Voilà, alors ça m'amène à aborder le sujet de M. Macron, puisqu'on nous dit union autour de M. Macron. Bon, déjà une remarque de base. M. Macron, là, il fait montre de preuve de fermeté, très bien. C'est dommage qu'il le fasse autour de Charlie, parce que moi, très sincèrement, je trouve que les caricatures de Charlie sont un piège. Nous sommes tombés dans le piège. La France vaut plus que Charlie, très sincèrement. Je suis désolé de vous le dire, de choquer, je perds des amis en disant ça, mais la France vaut plus. L'esprit français, l'irrévérence française, la raison avec un R majuscule vaut plus que des caricatures débiles, grossières et outrancières. Bon, c'est dommage que M. Macron se découvre français, se découvre leader, se découvre chef de la nation sur Charlie. J'aurais bien aimé qu'il défende Proust, Rousseau, Albert Camus, Lyoté. Je me rappelle, hein, nous on n'a pas la mémoire courte, qu'il y a un an, M. Macron en Côte d'Ivoire disait que la colonisation était une faute lourde de la France. On n'a pas oublié. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, M. Macron disait que la colonisation en Algérie était une erreur ou une faute lourde ou un crime contre l'humanité. Bon, j'aurais bien aimé que M. Macron s'empare du roman national et trouve dans ce roman national des hommes, des vrais, ou des leaders, des idées fortes sur lesquelles il faut s'arc-bouter que sur Charlie. Maintenant, c'est trop tard, le coup est parti. Donc, malheureusement, malgré moi, à mon cours de fondant, nous sommes tous Charlie. Pourquoi pas? Allez, même si nous valons plus que Charlie. Allez, mais défendons Charlie. Mais comment voulez-vous qu'on s'unisse autour de ce président s'il fait preuve de deux choses qui sont impardonnables? C'est la faiblesse et la trahison. J'ose ce mot. La faiblesse, quand même. Ce président, c'est le président de Champigny-sur-Marne où on explose un commissariat, sans réponse, les policiers. C'est le président de Chanteloup, où on fait des guet-apens contre des policiers où il ne se passe rien. C'est le président de la ville d'Herblay, 95, où on massacre 2 policiers de la police judiciaire, massacrés, 7 balles tirées sur eux, 7 balles dans leur corps, 7 aussi, je ne sais plus. Où on ne dit rien, voilà, président, ça se passe rien. Il ne visite pas les gens à l'hôpital, les policiers blessés, il ne dit rien. C'est le président des Champs-Élysées dévastés par les hordes du PSG, la PSG Bayern, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps. C'est ça le président Macron. C'est le président qui donne 10 millions d'euros à Al-Qaïda, il n'y a pas longtemps, hein, ça s'est passé il y a quelques jours. C'est le président, la trahison, j'ai abordé la faiblesse, là j'aborde la trahison. C'est le président qui nous met Dupond-Moretti à la justice. Et M. Bureauti qui nous dit, il y a juste quelques jours, Dupond-Moretti qui nous dit il n'y a pas de sentiment d'insécurité, la France est enfin il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité, et il nous dit la France n'est pas un bout-gorge. Je suis désolé, c'est de l'ordre de la trahison. Nommer un monsieur comme ça, qui a ses mérites, mais aujourd'hui c'est la trahison. C'est pas moi qui ai des amis humoristes anti-français. C'est pas moi qui ai des amis cinéastes anti-français. C'est pas moi, c'est M. le Président. Voilà. C'est pas moi qui n'aura aucune occasion pour cracher sur la culture française. C'est quand même M. Macron qui a dit qu'il n'y a pas de culture française, qu'il y a une culture en France. Ces choses-là, on ne les a pas inventées. Alors, vous nous demandez, certains, mes amis de Facebook ou de Twitter me demandent de me rallier à Macron. Moi, je ne vais pas me rallier à la faiblesse, à la trahison. Je suis désolé. Je me rallie à la France. République française ou à la France éternelle, bon, mon corps balance. Mais je ne me rallie pas à ça. On se rallie toujours à la force et à l'union. Alors je veux bien que si M. Macron veut faire son aggiornamento et s'il veut renaître s'il veut expier ses erreurs et dire je suis différent, j'ai changé, qu'il le dise, mais qu'il fasse son mea culpa. Nous on ne va pas, on est en guerre là, on ne va pas rejoindre un général
qui n'a pas, dont on ne connaît pas la stratégie, qui ne commet que des bêtises, des bévues depuis qu'il est en place. Je suis désolé. Alors, M. Macron, peut-être légitime, j'en sais rien, est légitime le pouvoir qui protège la population. Jusqu'à présent, M. Macron n'a pas protégé les Français. Donc, bon, je veux bien qu'il est légalement notre président. Est-ce qu'il est légitime? Moi, j'en doute. Donc, M. Macron, moi, je ne me rallie pas. Et la chance, je me permets de m'adresser à vous, hein, vous avez encore une fenêtre de tir pour nous dire que vous avez changé et que tout ce que vous avez dit jusqu'à présent était une erreur et que maintenant vous êtes pro-français, que vous assumez le roman national dans son intégralité et que vous cesserez de pactiser avec les forces anti-françaises qui sont dans votre entourage. Là, à ce moment-là, on peut se rallier, il n'y a pas de problème. Nous, contrairement aux gens de gauche, nous ne sommes pas sectaires. Voilà, nous, notre cause, notre fanatisme, c'est la France. Voilà. On s'en fout, moi, sincèrement, je m'en fous de changer d'alliance ou de vous rejoindre. Mais il faut que vous fassiez, enfin, il faut que vous soyez à la hauteur des événements. Pour le moment, je suis désolé, M. Macron, c'est faiblesse, trahison. Voilà, je m'arrête ici. J'aurais tellement de choses à dire, notamment sur le corona, parce que vous avez un président qui affaiblit la France, un président qui met la France sous perfusion de panique, de peur, qui l'appauvrit, qui la déprime, qui la pousse à la dépression, au suicide. Et ce président-là nous dit maintenant, ralliez-vous à moi, je vais vous défendre. Je suis désolé, il n'est pas légitime. Mais bon, ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Merci, à la prochaine. Et méditez avec moi cette chose, deux choses si vous voulez bien. Attention au piège Charlie, la France vaut mieux que ses caricatures. Et deuxième chose, il faut dire au monde arabe ces 4 vérités, pas de problème, je suis premier, comptez sur moi pour le faire, mais il ne faut pas antagoniser tous les Arabes qui sont proches de la France. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer, comme je vous ai dit avec les statistiques de ce que les immigrés arabes coûtent et rapportent à la France, ce que la France dépense depuis 40 ans. Juste pour donner une dernière idée pour la route, Western Union, enfin les transferts faits par les immigrés, pour le Maroc, chaque année c'est 2 milliards d'euros. Pour l'Algérie, c'est à peu près pareil. 2 milliards d'euros sur plusieurs années, mais c'est plus qu'un plan Marshall. Gardez ça en tête. Je veux dire, quand quelqu'un vous dit la France pille le monde arabe, ben vous lui répondez ça. Répondez, mon gars, si on arrête l'immigration, les pays du Sud s'effondrent. Le Sénégal, je crois que les transferts de ces immigrés, c'est presque 10% du PIB. Vous vous rendez compte ce que c'est? 10% du PIB. Les fraudes à la sécurité sociale, à la CAF. Je veux dire, je crois qu'il y a, là j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est par millions qu'il y a les bénéficiaires de la CAF et de la sécurité sociale qui vivent, pas en France, qui vivent au Maghreb. Par millions. Donc la France est une maman nourricière pour le Maghreb. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il ne faut pas avoir honte de dire ça aux gens. Il ne faut pas les traiter tous de fraudeurs et tout. Je vous dis, il y a des gens dans le monde arabe qui ont compris. Mais il faut leur donner aussi du grain à moudre. Il faut leur donner des chiffres, il faut leur donner des faits. Et après, vous allez les regarder la tête haute. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter modestement à ce débat. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à suivre mon canal sur Twitter. Vous savez bien que ce que je viens de dire n'a aucune chance de passer sur France 24 ou sur les médias officiels. Donc profitons de la liberté tolérée que nous offrent les réseaux sociaux. Ciao, au revoir.